C'est bon, ça fonctionne. Eh bien, merci à tous d'être là après le déjeuner. Et donc, j'ai un challenge extraordinaire, c'est celui de vous empêcher de vous endormir, sachant que moi aussi, je suis un peu fatigué. Et j'ai un second challenge aujourd'hui, c'est que le journaliste et néanmoins ami Jean-Philippe Guillaume, qui devait animer cette conférence, n'est pas là, pour des raisons personnelles, évidemment, et non seulement on l'excuse, mais on est désolé d'ailleurs pour lui. Donc il a fallu remplacer Jean-Philippe un peu en vrac, parce qu'on a appris ça vendredi. Donc on va inaugurer, vu qu'aujourd'hui on va vous parler de l'impact des nouvelles technos dans les problématiques RH des entreprises, parce que c'est vrai qu'on, vous le noterez, on parle souvent de techno, on oublie juste de parler du sujet RH. Ce matin il y a eu quelques petites questions pendant la conférence d'ouverture, mais c'est vrai que le lien entre ces deux sujets est majeur. Du coup, on s'est dit, et c'est pas du tout de moi, c'est de mon associé François qui est dans la salle, on s'est dit, mais si on demandait à Emma de remplacer Jean-Philippe, et donc Emma, que vous allez rencontrer avec nous aujourd'hui, est... Bienvenue à cette conférence sur le thème IA générative, blockchain. Impact sur les stratégies RH des entreprises du secteur, organisée dans le cadre de l'événement Top Logistique. Nous avons l'honneur d'accueillir Margot Arthuis, présidente de Stiper Consulting et chasseur de tête, ainsi que Fabien Esnou, président de Sprint Project, cabinet de conseil spécialisé dans l'innovation. Ces deux sociétés viennent d'annoncer un partenariat stratégique pour combiner leurs expertises en innovation et RH afin d'accompagner les entreprises dans ces bouleversements technologiques. Je suis ravie d'animer cette conférence qui va débuter dans quelques instants. Donc, comme vous l'aurez peut-être compris, Emma est une intelligence artificielle. Et donc, c'est Emma, et c'est bien la première fois de ma vie, alors à la fois, je n'ai pas 90 ans non plus, mais que je vais être interviewé par une intelligence artificielle que nous avons, entraînée, hein, pour ne pas dire une grosse connerie. Donc, c'est un peu nouveau pour nous. Donc, vous allez être les bêta-testeurs d'une expérience unique. C'est comment on se fait interviewer par une intelligence artificielle, et le tout à Saint-Malo, à Top Logistique. C'est super. Voilà, ma chère Margot, qui es-tu ? En quelques mots, Stibers Consulting est un cabinet de chasseurs de tête spécialisé depuis 20 ans dans les profils du transport, de la logistique et de la supply chain. Plutôt des profils de cadres dirigeants. Moi, j'ai passé 10 ans dans ce cabinet et j'ai eu la chance de le racheter l'année dernière. Et donc, Fabien Esnou, moi j'ai la chance de présider Sprint Project que j'ai fondé il y a 7 ans, 8 ans, je crois. Et nous sommes des experts de l'innovation. Notre métier, c'est de faire de la veille mondiale sur tous les sujets d'innovation, quels qu'ils soient, et d'accompagner un certain nombre de grands groupes. Nos amis de Seva qui sont dans la salle et qui nous ont fait la gentillesse d'être parmi nous ce matin en font partie. Et à ce titre, on a en effet eu une réflexion sur, c'est bien, toutes ces nouvelles technos qu'on peut voir partout dans le monde, mais bon, on ne parle jamais des hommes derrière tout ça, donc on voulait évoquer un petit peu cette thématique, et c'est comme ça qu'on est venu d'ailleurs à en parler. Donc, on va enchaîner avec Emma. Une fois qu'Emma aura terminé, ça sera à votre tour de poser des questions. Ça sera peut-être un peu plus interactif, parce qu'elle a beau être charmante, elle n'est pas totalement interactive, quoi. Pas encore. C'est parti. Fabien, vous analysez les grands enjeux d'innovation pour différents types d'acteurs dans la supply chain et même au-delà. Quelle est votre vision sur le contexte actuel ? Et elle a été bien entraînée, hein, donc on voit bien là. Moi je suis qu'un petit patron, mais j'ai un associé qui est quand même très, qui m'emmène dans des sujets un peu complexes. Donc c'est une vraie question. Bon, néanmoins, au-delà de la blague et de la particularité de l'événement, l'innovation, elle est drivée par un certain nombre de facteurs, des facteurs structurels, des facteurs conjoncturels. Pour les balayer, il y a l'environnement, on est dans un environnement de crise, quoi qu'on en pense, que ce soit sur les approvisionnements, que ce soit sur l'économie en général. Enfin bon, il y a à l'échelle mondiale des tensions, et ça, c'est parfois aussi des sujets d'innovation, parce qu'il faut trouver les axes qui vont permettre à nos entreprises de rester performantes malgré un contexte mondial défaillant ou difficile, y compris pour se refinancer, etc. Donc voilà. Après, il y a des problématiques qui seraient plutôt d'ordre structurel, c'est-à-dire comment on va pouvoir répondre à la transformation de nos entreprises, à l'évolution du cadre légal. Je ne vais pas vous faire de dessin sur les enjeux de transition énergétique, vu que toutes nos entreprises sont directement concernées. Et donc, souvent, l'innovation va être tirée ou va être en réponse, donc c'est où elle va être en avance ou elle va être en réponse à ces enjeux internationaux. Si vous prenez les acteurs de l'agroalimentaire, par exemple, souvent une innovation produit est liée à une évolution de cadre légal.
C'est pas un mec qui a créé une start-up avec un... Non, c'est en fait, il y a une évolution de cadre légal qui fait qu'on est obligé d'innover pour que nos produits continuent à répondre à un marché. Et puis des fois, c'est dans l'autre sens. Il y a une innovation qui arrive sur le marché. On a vu à une époque arriver le quick commerce, par exemple, qui a fait un tollé. Ça a été un truc de fou, des valorisations complètement dingues. Ça s'est réécroulé à la vitesse de la lumière parce que là, le légal est arrivé derrière et a rattrapé les choses. Donc on est toujours à la marge entre le conjoncturel et le structurel. Et l'innovation, elle est au milieu de tout ça et elle aide finalement les entreprises à être résilientes, à être capables d'affronter ces marchés. Et bon, voilà. Et une entreprise, elle a quand même l'obligation de rester performante. Ou alors, si elle n'est pas dans l'innovation, elle va la subir. Alors on entendait ce matin quelque chose de très juste, qui est de dire je peux laisser passer la vague et attendre pour prendre des best practices. C'est un choix tactique de certains qui peut fonctionner très bien. On parlait ce matin du cas de Ikea, en ce sens-là. D'autres vont dire l'innovation, c'est ce qui va me permettre de me différencier pour être en avance sur les marchés et continuer à valoriser mes marges. Bon, moi, je ne suis pas là pour avoir un avis, je suis là pour apporter de l'éclairage sur l'innovation mondiale. Donc chacun son job. Ma chère Emma, à vous. Et vous, Margot, comment cela se traduit d'un point de vue RH ? Alors moi, dans mon métier, je suis ultra dépendante des mouvements du marché, de la vision très chaotique qu'ont les dirigeants du marché de l'emploi. J'ai en face de moi un marché du candidat qui s'est extrêmement tendu. J'en parlais dans une autre conférence. Les candidats ont aujourd'hui le choix. Chaque candidat que je contacte a au moins 2-3 pistes en même temps. Donc face à ça, on a des entreprises qui ralentissent leur process, qui sont dans le doute, qui ont des besoins criants de recrutement, mais qui pour autant ne déclenchent pas l'émission, ne déclenchent pas l'action. Et on a finalement face à nous 2 types de clients, les clients qui agissent et qui continuent à avoir le pied sur l'accélérateur et les autres. Ce qui fait que c'est un marché finalement assez fractionné. Pourtant, on va quand même rester positif. De ma courte expérience de 10 ans, je vois bien que c'est cyclique. Donc ces inquiétudes, on l'a vu rien qu'à l'échelle d'une année. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, un marché ralenti en prestations intellectuelles. Depuis le mois d'avril, on bosse beaucoup. À quoi ça joue ? On ne sait pas. C'est cyclique. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois, le marché rebondit et qu'il faut, pour les dirigeants, je ne sais pas comment assurer plus de visibilité, mais qu'ils soient dans une constance et pas dans cet aspect de stop and go qui finalement fractionne le marché et est peu rassurant pour les candidats. Des contextes politiques comme en France un petit peu complexes, ça a de l'impact sur ce que tu vois en RH ou pas ? Je ne veux même pas imaginer ce qui va se passer dans quelques semaines, mais... c'est les contextes politiques. Les entreprises, je prends la main sur Emma, mais est-ce que les entreprises, de leur côté, prennent un peu d'attentisme quand il y a un contexte politique un peu spécifique ? Alors oui, on a vu la guerre en Ukraine. Là, c'est un contexte international. Après, on a vu la hausse des matières premières. Forcément, votre fournisseur, ses commandes s'effondrent. Clairement, la prestation intellectuelle, c'est la première à être fermée. On est ultra dépendant des soubresauts du marché. Et c'est pour ça, en général, qu'on a tendance à appeler des gens qui font de la prestation intellectuelle ou les chasseurs de tête en disant comment va le marché en ce moment. Okay. On reprend avec Emma. Margot, que faut-il améliorer dans l'approche des entreprises ? Qu'est-ce qui, selon vous, leur fait défaut pour affronter ce contexte ? Ce qui a amélioré, c'est être en anticipation et pas en réaction du marché. Je m'explique. Qu'on vienne me voir parce qu'il faut remplacer un poste A pour B, c'est mon métier, c'est le quotidien. Mais justement, de ralentir le remplacement de cadres et de cadres dirigeants, qui est moi ma cible de candidat, ça met à mal des entreprises, ça crée une urgence qui est dramatique pour les salariés qui, eux, compensent le fait qu'on ne remplace pas un collaborateur. Et puis, pour le candidat, il sent bien qu'il y a une panique en face, c'est pas bon. Ce qu'il faudrait que les entreprises fassent, c'est qu'elles soient en anticipation de leurs besoins, que donc leur investissement auprès de chasseurs de tête soit maîtrisé, anticipé, et qu'il y ait en face des process beaucoup plus courts, une grille de rémunération beaucoup plus réaliste, et qu'ils soient un peu plus au fait du marché et pas recroquevillés sur eux-mêmes. Ça serait mes préconisations. Justement, quand on accompagne les entreprises sur les sujets d'innovation, Fabien, est-ce qu'on constate le même type d'écueil ?
la première écueil quand on fait le job de Sprint Project, c'est l'imprécision du brief. J'espère que je vais choquer personne. Il y a beaucoup de gens qui disent je vais innover. En fait, non, tu ne dois pas innover. Tu vas étayer une stratégie pour ton entreprise. Cette stratégie va nécessiter des transformations, des innovations. De fait de ces choix d'innovation, etc., ça va permettre d'avoir des plans d'action. Et nous, il n'y a rien de pire pour nous que quand on nous dit je veux absolument investir dans un 3PL digital. Et pourquoi ? Ça correspond. Enfin, je veux dire, moi, je m'en fous, je les connais tous à l'échelle mondiale, je n'ai pas le débat. S'il faut s'amuser à faire un listing, je le fais. Enfin, à la limite, ça va nous prendre 3 secondes. Mais juste, c'est pas la question en fait. La vraie question, c'est pourquoi. La vraie question, c'est quoi ma vision à moyen et court terme, c'est quoi mon entreprise dans 5 ans, comment je vais faire évoluer mon organisation, est-ce qu'il y a des nouveaux marchés que je vais aller chercher, est-ce que demain je me positionne sur l'Asie alors j'y suis pas aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc en fait, nous on intervient dans un second temps finalement, et il ne faut pas mettre l'innovation comme un truc qu'on met devant, c'est plutôt une conséquence d'une vision stratégique. Et cette vision stratégique, elle est souvent, et ça alors là je peux le dire, mais je suis désolé, j'espère que dans vos entreprises c'est mieux, mais elle est souvent pas terrible. Et on travaille super bien avec ceux qui ont des visions stratégiques très claires. Ce qui est d'ailleurs souvent assez vrai, alors là je vais me permettre une digression, mais c'est souvent assez vrai dans des entreprises détenues par des familles. Alors, je ne veux pas être un fervent défenseur de l'entrepreneuriat familial, mais quand même, parce qu'on a fait souvent des visions à très long terme. Vous prenez des FM Logistique, des CMA ou autres qui sont détenus par des gens et qui sont là pour se transmettre de génération en génération. Souvent, la vision est très long-termiste. VS, d'autres entreprises qui sont dans des situations détenues par des fonds qui ont une vision à 5-7 ans ou en phase de LBO ou je ne sais pas quoi. Donc ça, ce sont des contextes qui vont modifier les visions stratégiques des entreprises, parce que quand vous avez un fonds qui a un objectif de sortie à 5-7 ans, la vision stratégique, elle est à 5-7 ans, elle n'est pas à 30 ans. Donc du coup, l'impact de ces décisions stratégiques va se retrouver. Et l'innovation, c'est pas un faire-valoir. C'est pas l'habillage de la mariée pour mieux vendre le bousin, quoi. L'innovation, c'est une vision tactique à moyen long terme. C'est aussi une vision d'anticipation. C'est-à-dire anticiper le plus tôt possible les mouvements d'un marché pour être positionné au bon endroit au bon moment. Dans l'innovation, il y a une partie de veille qui est stratégique. Souvent, les gens disent attends, moi, pour innover, je dois ICTL, super, ou je regarde sur Google. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que faut avoir une vision mondiale des choses en temps réel. C'est pas un truc simple. Ça ne s'arrête pas juste à avoir lu 2-3 pages. Quand on parle de transition énergétique, par exemple, c'est typique. Ouais, si je vous demande à quelqu'un, alors sur quoi on mise comme énergie de remplacement demain ? On fait quoi ? On fait de l'hydrogène, on fait de l'ammoniac, parce que ça sera une solution demain, on fait de l'électrique, du tout électrique. Franchement, déjà c'est compliqué au titre français, puis alors pour peu qu'on soit un player international, bon courage, parce qu'il n'y a pas un seul pays qui a la même réglementation sur le sujet. Donc les choix que je ferai à droite seront faux à gauche, ou inapplicables à gauche. Donc voilà, c'est d'abord bonne stratégie, bonne vision, et derrière engager le sujet de l'innovation. On comprend mieux pourquoi vous avez décidé de rapprocher vos compétences, mais qu'est-ce qui a été le moteur de ce rapprochement ? En fait, alors, si je prends côté sprint, c'est... Moi, ça fait 7 ans que je dirige le sprint, mais même avant, j'étais patron de l'innovation de Geopost pendant 2 ans. On voit bien qu'il y a un sacré défi RH derrière l'innovation, mais si je prends mon cas, j'y connais rien. Donc je vois bien que ce sur quoi on travaille va demain impacter les métiers et les gens dans les métiers, et on voit les inquiétudes que ça peut poser. Ce matin, on parlait de l'IA, est-ce que ça va remplacer des gens ou pas ? L'espèce de mythe qui dit l'innovation va tuer tout le monde. Alors non, l'innovation va plutôt transformer la façon de travailler, et en plus de ça on ne peut pas aller forcément contre. Je pense qu'à l'époque où on a créé la lumière, les fabricants de bougies ils ont dû pleurer, donc je veux bien, mais je ne vous vois pas avec des bougies demain, donc de toute façon à un moment donné c'est comme Kodak, je veux dire, le numérique est arrivé, donc la vraie question c'est plutôt comment on se positionne sur l'innovation. Et on a souvent, alors moi j'ai été souvent, un peu moins aujourd'hui, mais il y a 3-4 ans, souvent, on m'agressait limite dans certains congrès en parlant de la robotique. On va mettre des robots partout, alors il n'y aura plus un seul mec dans les entrepôts.
Oui, mais bon, à la fois, il y a 300 000 emplois par terre en France, et en pic période, on n'arrive pas à recruter des mecs. Donc à la fois, s'il y avait des mecs, il y aurait peut-être moins de robots. Et puis bon, à la fois, on peut peut-être aussi être des players internationaux du robot. C'est pas complètement con que de recréer une filière robotique en France. Et d'ailleurs, il y a des super boîtes là-dessus en France et en Europe. On a des très très bonnes écoles. Donc bon, c'est quand même un sujet. Mais la clé de voûte de tout ça, au bout du bout, c'est les people en fait. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de réadapter, d'anticiper, de former les gens, etc. Et c'est là où on arrive à la limite, à la frontière de ce que moi je sais faire, c'est le sujet RH, que je ne maîtrise pas du tout, mais où pourtant tout ce que nous on fait va avoir de l'impact. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter tous les deux, parce que Margot me dit, moi, IA, blockchain, j'y bite rien, je ne sais pas ce que c'est, machin. Pourtant, demain, les patrons supply vont devoir se poser des questions là-dessus, et voilà, donc c'est parti de là en fait. C'est parti de là, c'est parti d'une interrogation sur même mon propre métier, parce que j'ai certaines tâches qui peuvent être quand même sacrément automatisables. Les ressources humaines ont toujours été en réaction des innovations. Vous prenez aujourd'hui des recrutements qu'on me confie en direction excellence opérationnelle. On entendait parler de ça dans l'automotive. Aujourd'hui, on en cherche partout en logistique parce qu'on veut faire de la logistique une industrie. Donc on est en réaction des innovations qu'on y implémente. Les robots, la mécanisation et peut-être demain des humanoïdes. On va constater aussi en parallèle une obsolescence des compétences. Il y a 20 ans, vos compétences, elles duraient 15 ans, 10 ans. Aujourd'hui, vos compétences, elles durent 2 ans. Comment les entreprises s'adaptent à ça? Comment les candidats réagissent à ça? Et est-ce qu'ils restent dans des entreprises qui les forment? Est-ce qu'ils restent dans des entreprises agiles qui elles-mêmes se transforment en même temps que les compétences se transforment? Donc dans ce panorama, moi j'ai commencé à m'interroger en me disant mais ok, je suis en réaction, donc puisque je n'ai plus envie d'être en réaction, il faut que je sois en amont de phase. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'en rapprochant les connaissances techniques en innovation avec Sprint, je pourrais être en amont de phase et conseiller les entreprises, les rassurer, pour encore une fois avoir une linéarité dans leur prise de décision et les rassurer au maximum. En fait, en voit nous, il y a une très très grande méconnaissance des sujets d'innovation, et il y a des espèces de mythes. On fait nous pas mal de formations. Bon, alors c'est con, hein, a priori c'est pas notre business, mais enfin, on fait des formations. Pourquoi ? Parce qu'on a des dirigeants qui nous disent moi, je suis perdu, bosser avec une start-up, je sais pas faire. Mes équipes, dès qu'ils voient qu'une start-up a levé 10 millions d'euros alors qu'ils font un métier qui n'est peut-être pas si éloigné d'une autre, ça crée des tensions. Bon bref, j'ai entendu à peu près tout, et c'est vrai que des fois, passer par sensibilisation des équipes, c'est quoi l'innovation, c'est quoi les grandes thématiques, qu'est-ce que c'est qu'une start-up, comment ça fonctionne, ses forces, ses faiblesses, où est-ce qu'on est par rapport à elle, est-ce qu'on peut être partenaire ou pas, est-ce que... Bon bref, il y a quand même une couche initiale de mise à niveau pour avoir une linguistique à tant soit peu alignée. Je pense que c'est quand même le début de cette réflexion, et ça permet au passage de dévulnérabiliser le risque de je m'oppose, parce qu'on a souvent ça dans les entreprises aussi, c'est que vu que j'ai peur, je vais donc m'opposer. Alors là, on se tape les ça marchera jamais, ça a jamais marché, je sais pas quoi, ou tout ce que j'ai pu entendre partout où j'ai pu aller. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qui marchent pas un jour qui marcheront demain parce que le contexte a évolué. Bon, voilà, il faut pas rester fermé. Mais je la comprends, par contre, moi, la peur, je la comprends. Hein. Moi, quand je dis à mes fils, depuis 15 ans, vous avez été à bosser à l'école parce que je pense que le métier de caissière, il va disparaître. Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, de valeur ajoutée, hormis le contact humain, donc, et on voit que ça cause pas à disparaître aujourd'hui. Donc il y a quand même une forme d'anticipation autour de ça. Mais c'est même pire que ça, parce qu'aujourd'hui, quand on dit l'IA, c'est formidable, ça va automatiser 30 à 40% de tes tâches au quotidien, mais la chance que tu vas pouvoir être créatif, tu vas pouvoir aller sur des tâches beaucoup plus complexes. Mais il y a une étude, je crois, de Cogix, et c'est un article paru dans Les Échos qui disait c'est super. Mais alors déjà, dans un panorama où les salariés ont plutôt le moral en berne, vous leur retirez des tâches qu'ils maîtrisent. Alors elles sont barbantes, mais ils les maîtrisent, ce qui fait que ça réduit leur niveau d'angoisse de fou. Là, vous leur dites, je te retire ce qui te rassure et tu vas aller vers des tâches beaucoup plus complexes. Mais c'est génial. Forcément, il y a une non-adhésion de base. Et puis en plus, vous lui dites, mais du coup, tu as 40% de ton temps qui va être libre. Tu veux faire quoi ? Donc on reboucle avec ce matin en disant les groupes vont devoir proposer des augmentations de compétences des salariés, des transformations de leur métier. Peut-être qu'un DAF, demain, il fera peut-être un peu d'achat. On ne sait pas. Tout ça...
je ne peux pas me passer de sprint aujourd'hui si je veux être pertinente dans mon métier et proposer des solutions à ces dirigeants sur des profils qui n'existent pas encore. Oui, on va amener de l'éclaircissement ou on va rendre le truc moins opaque qu'il ne l'est et sécuriser un petit peu tout le monde, quoi. C'est comme ça qu'on s'est mis à discuter tous les deux. Voilà. Ensuite, Miss Emma. Vous évoquez l'évolution des métiers de vos clients, mais qu'en est-il des vôtres ? Toi, tu vas plus servir à rien, toi. Ouais, je ne suis pas encore un dinosaure. Ça a été la base de notre discussion. Mon métier va se transformer. Jusqu'où et quels seraient mes interlocuteurs demain ? Je me dirige vers qui aujourd'hui pour faire de l'IA de façon sécurisée quand on fait de la chasse de tête ? Je ne parle même pas de RGPD. Donc tous ces défis-là, on s'y adaptera, on s'y est toujours adapté. On a eu au départ les bottins pour chasser, ensuite on a eu les bases de données, l'approche directe, Viadeo, LinkedIn. Bon, on est toujours autant sur le marché, hélas pour moi. Mais en attendant, on s'y adaptera, mais il faut vraiment être ceux qui embarquent sur le bateau tout de suite pour pouvoir valoriser ça auprès de nos clients, les rassurer dans les process, sur la confidentialité, sur la cybersécurité. Donc transformer définitivement. Je ne sais pas encore en quoi, mais toujours là. Bon, après, c'est une question de volonté, je pense aussi. Ouais, nous, on a une particularité, c'est que notre job, c'est de traiter de la donnée. Hein. Les gens, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer de Sprint, mais nous, on est finalement une énorme entreprise industrielle qui produit de la donnée. Donc, en effet, on ne produit pas des t-shirts ou des yaourts, mais on produit de la donnée. Et donc, on a un programme de R&D interne pour développer notre propre IA générative, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, nos équipes opérationnelles, elles passent beaucoup plus de temps à interroger, à aller chercher des données qu'à les interpréter. Et là, on a une problématique de valeur ajoutée. Où est-ce que je mets la valeur ajoutée ? Moi, payer des gens extrêmement brillants, extrêmement bien formés pour aller chercher des données dans nos bases, parce que c'est l'enfer vu la taille de nos bases. Bon voilà, no comment, sans intérêt. Le jour où notre IA générative sera en place, on va pouvoir faire des prompts, et ça c'est le débat après. On en revient de ce matin, la discussion, la différence entre le data scientist et l'ingénieur prompt, là. C'est pareil. Donc nous on sait avec François qu'on va pouvoir accélérer notre prod, et qui dit une prod plus efficace, je ne vais pas vous faire de dessin, dit une rentabilité plus efficace, dit que je pourrais continuer à aller bronzer à Saint-Malo et venir vous voir. Mais c'est ça le sujet en fait. Donc nous, on est directement concernés par ces technos, mais c'est pas au détriment des gens. Hein. C'est qu'en fait, ils vont pouvoir utiliser leur cerveau à bon escient plutôt que de faire des tâches qui sont pas super intéressantes au demeurant. Non. Mais de toute façon, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Si j'ai fait quelques recherches, je suis tombée sur une étude Adecco vachement intéressante qui disait que 66% des dirigeants ont pris conscience de l'impact actuel et à venir de l'IA, et 57% d'entre eux sont prêts à augmenter les salariés qui maîtriseraient cette IA. Et en parallèle de ça, vous avez 58% de salariés qui utilisent l'IA sans aucun cadre de l'entreprise. J'ai un exemple en tête, une grande entreprise américaine, Worldwide, qui a interdit à ses salariés de se servir de ChatGPT. Mais les salariés viennent avec leur PC perso au bureau pour continuer à se servir de ChatGPT. Donc si vous avez Jurassic Park en tête, John Hammond qui vous dit « la vie trouve toujours un chemin », l'IA trouve toujours un chemin. Le problème, c'est de la contrôler, parce que ça pose des problèmes graves de cybersécurité, de contrôle de la donnée, et quelque part de formation quand même des gens qui jouent à ChatGPT. Ouais. Emma. Ah, ben non, il n'y a plus d'Emma, elle a terminé, Emma. Ok. Écoutez, c'était l'idée aujourd'hui avec Jérôme, c'était de vous faire une petite plongée dans univers qui n'ont pas trop l'habitude de se parler. Emma étant bien sympathique, elle a quand même ses limites, vous avez pu remarquer, elle n'est pas très interactive, donc l'idée maintenant c'est plutôt d'interagir avec la salle. Et puis merci d'avoir joué le jeu au dernier moment de faire cette petite épreuve, là, de se faire interroger par cette charmante personne. Bon, en toute honnêteté, ça a pris très peu de temps à développer, donc pour ceux qui se posent des questions sur ChatGPT & Co, je ne sais même pas avec quel outil on a développé ça, mais ça n'a pas pris longtemps. Donc comme quoi on peut faire des choses assez étonnantes. Mon ami Jean-Philippe, je vais envoyer la vidéo, j'ai écoute, je suis tellement désolé, mais franchement, elle est plus jeune et plus sympa que toi, t'as aucune chance. Bon, c'est triste. Tombe pas malade, prends pas de RTT, enfin, le rêve. L'enfer.
Est-ce qu'il y a des questions? Et après, c'est café. On a tué tout le monde. Je les comprends, c'était bon ce midi. Bon, moi, il y en a un des deux que je connais très très bien, donc je ne vais pas lui poser de questions, encore que je ne pourrais pas le mettre à l'aise. Donc François Depré, Esprit de Project. J'avais une question pour Margot, justement sur un peu de la manière de conduire des entretiens et d'aller chercher de l'information chez les candidats, en fait, parce que finalement, quand on fait du recrutement, voilà, on est passé de la compétence technique qu'on mettait dans des cases. Moi, le reproche que je fais au métier que tu fais, c'est souvent justement d'être beaucoup dans les cases d'une certaine manière, de dire bah lui il a travaillé dans tel secteur, je le mets dans tel secteur, il a telle compétence, je le mets dans telle compétence. Qu'est-ce que fondamentalement justement le fait qu'il y ait cette transformation constante et que bah, y a plein de métiers nouveaux qui s'inventent, des chief data officers, des chief scientists, je sais pas quoi, des happiness managers, tout un nouveau de métier qu'on continue. Alors, moi que j'appelais ce matin de l'entropie. Je voulais savoir, quand on est dans le métier comme ça, comment on se réinvente un peu au quotidien pour se dire bon, on me sort un titre de poste, je vois même pas à quoi ça correspond. Comment on fait pour au quotidien s'adapter d'une certaine manière à cette transformation permanente, parce que on parle de l'IA générative qui va très vite, mais je trouve que les êtres humains vont assez vite aussi dans la capacité à réinventer des trucs en permanence en fonction de ces technologies. Déjà, historiquement, on a essayé de casser le côté nécrose du secteur du transport. Il y a 20 ans, on a été le premier cabinet à mettre des ingénieurs Valeo dans les entreprises de transport type Steph, et ensuite en logistique chez FM. C'était vraiment pour dire arrêtez de vous parler entre logisticiens, allez chercher des compétences ailleurs. On a un peu gardé cet ADN de dire on aime bien les gens bizarres. Moi, je ne rentre pas dans une case. Je pense que chez Sprint, les cases, bof, tant mieux, c'est pour ça qu'on se parle bien. Donc moi, mes candidats, je préfère ceux qui sortent des cases et qui débordent partout. Et donc du coup, ça me pousse toujours à avoir des entretiens, ça reste sur 1 heure, mais qui sont très approfondis sur leurs compétences, sur la façon dont ils en parlent. Et je n'ai pas un cadre rigide d'entretien. C'est vraiment un échange avec le candidat. C'est lui qui fait l'entretien. Moi, je pose les questions, j'écoute. Et ensuite, je me dis, OK, tu es compatible pour ça, ça ou ça. Mais par contre, là, n'y va pas, tu ne comprendrais pas ce qu'ils font et ils ne te comprendront pas. Et c'est pour ça qu'on vient me voir. C'est un peu un médecin qui dit, voilà ce qui ne va pas chez toi. Ou ce qui va, et c'est pour ça qu'il faut que tu ailles là-bas. Mais dans cette transformation, c'est pour ça que je me mets à parler avec beaucoup de gens autour de moi, c'est qu'il ne faut absolument pas que je me recroqueville sur le simple sujet du recrutement, mais qu'il faut que je comprenne ce qui se passe en face, en dehors de mon cabinet et de mes entretiens. Merci, c'était super intéressant. Héloïse Aubert, DG Consultant comme Exposium. Moi, j'ai une question. Ce matin, on évoquait les différents niveaux de maturité des entreprises dans ce contexte de révolution de l'IA. On évoquait notamment Ikea qui avait attendu de voir ce qui se passait pour prendre le train du e-commerce, etc. Est-ce que les organisations aujourd'hui, elles peuvent vraiment se permettre de laisser passer du temps et d'observer l'IA dans un contexte où les talents, la techno et l'IA générative, c'est aussi une forme d'attractivité pour les talents? Je pense que attendre ou pas attendre, ça implique au moins une chose, c'est d'avoir compris. Et de ce que j'en vois, je ne suis pas sûr que le niveau de maturité de la compréhension de ce que ça fait et ça ne fait pas est là. Et de toute façon, et c'est pas une critique, vu que c'est très compliqué, tout simplement parce que ça va très très vite, que l'IA générative c'est très récent, l'IA un petit peu moins, mais enfin on n'est quand même pas sur des trucs industriels d'il y a 50 ans. Donc je pense que la première des responsabilités qu'aurait un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est de s'informer pour savoir et de décider après. Pas de dire « je m'en fous, c'est pas pour moi, on verra plus tard ». Il peut dire « j'ai compris, je m'en fous, je verrai plus tard ». C'est pas la même chose. C'est ce qu'a dû faire Ikea en disant « bon, le e-commerce, on a compris,
Nous, notre métier, c'est le magasin physique, le truc d'exposition, etc., etc. Donc on va laisser les autres se battre et nous, on va continuer notre métier. Mais je pense qu'ils ont fait l'analyse en amont. Ils ne l'ont pas subi. Le vrai sujet de l'innovation, et je pourrais le prendre sur absolument tous les domaines, c'est dans tous les domaines d'innovation, que ce soit transition énergétique, tout ce qu'on peut voir, c'est d'abord de savoir. C'est la connaissance. En fait, le nerf de la guerre, c'est la connaissance. Nous, on dit souvent, chez Sprint, on est des anti-brouillards. On ne fabrique pas le moteur, on ne tient pas le volant, enfin rien. Les anti-brouillards. Les anti-brouillards, c'est ce qui permet d'avoir le niveau d'information minimum pour être sensibilisé aux différents sujets qui traversent la stratégie de mon entreprise. Donc je veux décarboner mon bâtiment. Aujourd'hui, je pourrais vous parler de béton nouvelle génération, de photovoltaïque souple qui vont sur des bâtiments qui ne sont pas préparés pour les photovoltaïques classiques, etc., etc., etc. Donc quand vous avez des entreprises de logistique, par exemple, où vous êtes chargeur, mais le nombre de sujets qui vont vous tomber dessus ou qui vous tombent dessus, c'est très compliqué d'être update sur ça. Donc oui, vous ne vous ferez pas de toute façon. Et l'IA, c'est la tarte à la crème du moment. La vraie différence qu'elle a par rapport à d'autres tartes à la crème, parce qu'on en a tous vécu beaucoup, j'ai malheureusement plus 20 ans, donc j'en ai vu 2-3, des trucs, des révolutions annoncées qui en ont été, mais pas. Enfin, on pourrait reprendre la blockchain, je pourrais parler de RFID, je pourrais en sortir plein comme ça. C'est des choses qui ont fonctionné, mais peut-être pas à l'échelle de ce qu'on avait annoncé. L'IA, c'est différent. Le sujet est un game changer du niveau du e-commerce, du niveau de l'arrivée d'Internet, plus précisément. Bon. Donc, il y a une vraie nécessité à appréhender le sujet et faire ses choix après. C'est pour ça, et je reviens sur ce que je vous disais au départ, le vrai sujet d'abord, c'est la stratégie. Mais on peut avoir une stratégie de contournement, d'évitement. Enfin, c'est pas une tare. Si c'est pas juste de dire j'y crois pas, ça marchera jamais. Tous les mecs qui ont fait des j'y crois pas, ça marchera jamais, ils sont tous morts. Donc, des cas, on pourra en citer des dizaines. Donc. Et pour répondre rapidement sur le côté talent, ce qui va faire la différence, c'est le RSE. En fait, il faut se dire, vous êtes patron d'une industrie où il y a l'IA qui arrive, vous vous dites c'est génial, je vais faire des économies de postes de dingue. En termes de productivité, je vais exploser. Oui, mais vos salariés vont partir. C'est pas vous qui allez les faire partir, c'est eux qui vont partir parce que vous allez installer l'IA comme un bourrin et eux ne comprendront pas ce qui va se passer. Ils iront dans l'entreprise qui utilisera de l'IA raisonnablement, qui prendra le temps de les former. Et de mon point de vue, c'est pour l'instant ma conviction, j'attends, peut-être que je me trompe, mais ce seront ces entreprises-là qui attireront les talents. Parce qu'ils afficheront que nous, l'IA, on l'a fait correctement, on a un bon RSE, on vous forme, vous allez demain avoir des compétences promptes à votre niveau, et demain, vous valoriserez votre salaire. Comme le disent les patrons, on est prêt à augmenter quiconque s'est touché à l'IA. J'ai vu qu'il y a une question... Donc Nel Thébault, chef de projet logistique chez Valeo, justement. Merci à tous les deux pour cette intervention. Moi, j'avais une question plutôt pour Margot. On voit l'IA utilisée dans tous les marchés, de différentes manières, etc., plus ou moins à haute importance. Qu'est-ce que vous appelez quelqu'un qui maîtrise l'IA ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises font beaucoup d'effets d'annonce, mais il y a beaucoup de tests, en fait. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise l'IA, c'est déjà quelqu'un qui sait un petit peu lui parler ou qui a eu la chance d'avoir été formé et accompagné pour savoir lui parler et qui commence à avoir une IA qui lui corresponde un peu plus. Ça va être ça des débuts de compétences en IA. Mais ça reste aujourd'hui très léger et il ne faut pas se leurrer sur le marché français. Dès qu'on sait faire de l'IA, on part, on traverse l'océan et on va aux États-Unis où Microsoft ouvre une école et nous les pique à la source en venant chercher des petits Frenchies et en les formant à la sauce Microsoft. Donc, des compétences IA aujourd'hui en supply chain, c'est un début et je commence à jouer avec mon IA générative. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on peut parler d'expertise pour un candidat qui s'en sert au quotidien. C'est trop tôt. Donc, je continue. Est-ce que, mis à part Microsoft et les GAFAM qui, eux, demandent des vrais talents au niveau de l'IA, est-ce qu'en France, on a des patrons qui vraiment demandent cette maîtrise ou alors on reste sur une utilisation classique ou autre ? Pour l'instant, je les vois aller chercher chez les startups ou chez nos amis anti-brouillard qui vont dire
eux vont vous expliquer déjà ce que c'est que l'IA et de quelle IA vous avez besoin pour votre applicatif. Et pas de se dire, comme le disait Fabien, je veux de l'IA. Ok, mais c'est telle IA qu'il te faut. Les autres, laisse tomber. T'es pas mature, tes datas sont dégueux, c'est pas prêt. Voilà. Et ça, c'est ça qu'aujourd'hui les patrons demandent ou devraient demander. C'est d'abord de comprendre et ensuite d'aller chercher des compétences, mais ils vont plutôt les externaliser chez les startups aujourd'hui. On revient au sujet de la compréhension. C'est-à-dire que c'est pas le truc magique du genre j'ai plus personne à mon service client demain, je fracasse mon équipe pilotage transport, je sais pas quoi. Alors, c'est pas ça le sujet. C'est en effet, il y a un vrai sujet sur la data. On en parlait ce matin aussi avec Sébastien. Si mes datas sont, enfin, on oublie souvent que le nerf de la guerre de tout ça, c'est souvent la data. Donc déjà, il faut que je me pose un peu de questions. Les exemples de L'Oréal, je ne sais pas si vous l'avez entendu ce matin, c'était juste magique. Voilà, il y a 15 000 personnes qui écrivent L'Oréal de façon différente. Bon courage, quoi, ça commence mal. Donc ça commence par l'analyse de se dire qu'est-ce que je prends le cas de Valeo, c'est dans chaque activité de Valeo, où est-ce que l'IA pourra avoir une chance. Ce que pourrait demander un patron, c'est d'avoir des gens qui sont déjà, soit de les former pour qu'ils aient une sensibilité au sujet, soit de recruter des gens qui ont été formés avec cette sensibilité pour se demander dans un check digital de l'entreprise où est-ce que ce sujet pourrait prendre appui. Voilà. Et aujourd'hui, on a un niveau de maturité où on en est vraiment au test and learn et rien d'autre. Aucune entreprise, et je peux vous jurer que nous on en suit, qui font des choses, ne transforme autour de ces sujets-là. Pourquoi ? C'est trop jeune. Il faut attendre de tester un certain nombre de choses, d'avoir des retours d'expérience. Personne ne prendra le risque. Alors après, il peut y avoir tous les effets d'annonce de la planète, machin. Il n'y a pas de transformation majeure. Il y a, surtout sur l'IA générative qui est très très jeune, il y a le test and learn. D'autant qu'il faut les appréhender, ces outils. C'est pas le tout de dire on va faire des choses. Faut les former, il faut les coacher. Quand François faisait l'allégorie ce matin de l'ado à qui on dit va faire une machine à laver, ça c'est le pompe. Faire une machine à laver. Mais et vous êtes sûr qu'il vous fait une merde parce qu'elle mélanger les couleurs, je sais pas quoi. C'est ça une IA générative. Il faut l'entraîner. Donc il faut bien des gens qui apprennent à les entraîner. C'est là où il va y avoir aussi... mais vous savez, c'est toute la filière qui va y aller. C'est-à-dire que les formations vont se structurer. Je sais qu'ici, nous, on doit rencontrer des gens qui travaillent pour des écoles qui voulaient nous parler. Bon, l'ensemble, c'est-à-dire qu'à une échelle de 3-5 ans, tout ça va beaucoup changer. Là, on est très early. Et je dirais que c'est plutôt intelligent d'en parler maintenant. Donc il n'y aura pas de bouleversement chez Valeo demain matin. Par contre, à 3-5 ans, sans doute. S'il n'y a plus de questions, le timing avance, je regarde l'heure, et les rendez-vous doivent continuer. Donc je vous remercie à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce petit moment partagé autour de ces sujets qui sont évoqués de façon assez rare, finalement. Et rendez-vous à l'espace en face, autour d'un café, avec grand plaisir, et ce soir pour la remise du prix de la RSE, que nous aurons le plaisir d'animer avec Jérôme. Merci.